Merci beaucoup pour ces petits mots. Merci pour cette occasion de découvrir Dakar et le Sénégal. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est d'acquisition précoce. Et donc, dans ce contexte où on s'intéresse à l'éducation, en fait, ce dont je vais vous parler, c'est de ce qui se passe même avant que les enfants arrivent à l'école. Alors, pourquoi je vais vous en parler? Parce que, en fait, ce que vous allez voir, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans ces 2 premières années de vie. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce que les enfants apprennent à ce moment-là, et y compris donc, quand ils grandissent dans une situation de bilinguisme précoce. Donc, le plan sera de parler donc un petit peu quelques définitions sur bilinguisme et monolinguisme, donc de vous donner des notions générales de la complexité du langage pour que on saisisse donc quelles sont les tâches que l'enfant va devoir élucider. Et comme je m'intéresse donc à l'acquisition précoce, donc de vous expliquer un peu brièvement donc quelles sont les méthodes que l'on peut utiliser, parce qu'on ne peut pas poser des questions aux enfants et attendre une réponse orale. Et ensuite, donc, je vous parlerai de ce que l'on sait, et je finirai surtout par de nombreuses questions sur toutes les choses que l'on ne sait pas et qu'il va falloir élucider dans le futur. Donc, si on regarde donc les définitions qui nous sont données par les dictionnaires sur le bilinguisme, donc on voit que donc là j'ai mis le Larousse et le petit Robert, et puis aussi dans Wikipédia, puisque c'est une base de données qui est libre d'accès. Donc, ce que l'on voit, en fait, c'est que par bilinguisme, donc, on qualifie donc, soit un individu, soit une communauté dans laquelle il y a 2 langues. Et ce que l'on voit aussi donc, dans ces définitions, c'est que ces définitions insistent sur le côté parler, donc parler couramment 2 langues. Ce dont je vais vous parler, en fait, c'est de ce qui se passe avant même que les enfants parlent, sur leur acquisition du côté perceptif et de compréhension de la parole. Donc ça, ce sont les définitions du bilinguisme. J'ai aussi regardé bilingue, et ce qui est intéressant, c'est que Wikipédia n'a pas de définition pour bilingue. Donc généralement, les autres la définition de bilingue se réfère à bilinguisme, mais dans Wikipédia, il n'y a pas d'entrée pour le mot bilingue. Donc peut-être que quelqu'un un jour devra l'écrire. Alors, dans le cas qui va nous intéresser ici, donc on ne va pas s'intéresser tant que cela à la production, mais plutôt donc donc déjà aux enfants. Et par bilingue, ce qui va m'intéresser, donc ce sont des enfants qui entendent et pas forcément parlent, qui entendent 2 langues de façon régulière depuis leur naissance. Et dans les études donc, sur ce bilinguisme, ce type de bilinguisme, généralement, on va mettre des critères de balance entre les langues, c'est-à-dire qu'un enfant qui va entendre quelques mots de temps en temps dans une langue, on ne va pas forcément considérer qu'il est dans une situation de bilinguisme. Donc, généralement, on met un critère autour de 20-25% d'écoute de chacune des 2 langues. Et on reviendra à la fin sur ce point-là. Donc, il s'agit de cas de bilinguisme véritablement simultané, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas une première langue quand il commence à apprendre la deuxième, il est vraiment en train d'apprendre les 2, donc il apprend ces 2 systèmes linguistiques vraiment en parallèle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système linguistique? C'est quoi le langage? Ou c'est quoi les langues? Donc, ce que l'on sait, donc, enfin, juste quelques notions générales. Donc, le langage humain, c'est un système de communication. Donc, ça, j'ai un peu le micro dans les yeux. C'est quelque chose qui est partagé à tous les langages, y compris les langages animaux. Mais le langage humain a cette spécificité un système extrêmement complexe
et aussi donc un système combinatoire. Par exemple, donc on va apprendre des mots et ensuite on va combiner ces mots pour faire des phrases. Et en théorie, entre le moment où on est et le moment où on meurt, on pourrait ne jamais prononcer la même phrase et à chaque fois qu'on parle, créer une nouvelle phrase qu'on n'a jamais prononcée. Alors pourquoi cette complexité? C'est qu'en fait, le langage est organisé selon une hiérarchie de différents niveaux. Je vais vous donner des illustrations. Donc il va y avoir les sons, quelles sont les consonnes et les voyelles d'une langue, et ensuite donc les mots, la grammaire, etc. Et ce que l'on sait aussi, c'est que les différentes langues du monde, toutes les langues du monde, à la fois donc, partagent un certain nombre de propriétés qui sont générales, qui font que voilà, donc il y a des langues, toutes les langues humaines ont certaines propriétés. Par exemple, toutes les langues humaines vont avoir des noms et des mots qui servent de verbes. Mais par contre, on sait aussi qu'il y a de grandes variations entre les langues. Et donc, cette dualité entre des choses qui sont générales, des propriétés générales et des propriétés spécifiques, fait que notre cerveau, en fait, est bâti pour pouvoir apprendre n'importe quelle langue, mais on ne naît pas en sachant une langue, il va falloir apprendre une langue ou des langues en fonction de ce qui est parlé dans notre environnement. Alors, je vais vous illustrer donc, ces différents niveaux de langage avec un peu de littérature. Donc, Marcel Proust, donc un auteur réputé facile à lire. J'ai été modeste, je vous ai présenté seulement le premier paragraphe de La recherche du temps perdu, donc de son livre qui fait 7 ou 8 volumes, chacun de plusieurs centaines de pages. Donc pourquoi ça? Donc juste pour vous dire donc, que c'est un auteur qui fait peur, mais si on regarde la première phrase de son livre, donc « Longtemps je me suis couché de bonne heure », finalement on commence de façon relativement simple. C'est pas une phrase très compliquée, on peut tous la comprendre et on a tous régulièrement essayé de se coucher de bonne heure pour être en forme le lendemain matin, comme hier soir pour être en forme aujourd'hui. Donc, de quoi est formé ce langage? Donc il va y avoir ce qu'on appelle donc, les sons élémentaires, donc notamment dans toutes les langues du monde, on va distinguer les consonnes et les voyelles, et dans un nombre aussi important de langues. Alors pas les grandes langues internationales comme le français, l'anglais, mais beaucoup de langues africaines, beaucoup de langues asiatiques. Il va aussi y avoir des tons où certaines syllabes vont être prononcées avec différentes intonations et ça va donner des sens différents. Donc parmi ces sons élémentaires donc, qui sont partagés, on va avoir des sons comme les consonnes, donc B et V, ou comme les voyelles, donc A et U. Et j'ai choisi ces 4 sons parce que B et A sont des sons qui sont présents dans de très, très nombreuses langues. Par contre, V et U sont des sons qui sont moins fréquents. Donc, par exemple, en espagnol, il n'y a pas de distinction entre le son B et le son V. Et de la même façon, il n'y a pas de voyelle U en espagnol. Et donc, pour des hispanophones, percevoir et prononcer ces sons vont être difficiles. Ensuite, donc, à partir de ces sons, on va créer des mots. Et donc, certains mots sont fréquents, comme là ou le mot main. Mais par contre, d'autres sont plus rares, comme le mot quatuor ou encore plus rare, le mot métempsychose, que je ne connaissais pas avant d'avoir lu ce paragraphe et d'y avoir un petit peu travaillé, et qui en fait est un terme qui alors, c'est pas exactement la même chose que réincarnation, mais c'est le même genre d'idée d'esprit qui change de corps, je crois. Voilà. Donc, évidemment, de même que les sons varient selon les langues, les mots varient selon les langues, même si certains sont partagés entre les langues. Donc, il va y avoir des emprunts entre les langues. Donc, ici, le mot quatuor, qui vient du latin, donc, est utilisé en musique. Donc, du coup, toute personne qui va parler de musique va utiliser ce mot dans sa langue maternelle. Mais il y a des emprunts liés donc, à l'histoire des langues dans tous les sens. Donc ensuite,
les langues donc, vont être caractérisées par leur grammaire. Et donc, par exemple, dans la grammaire, il y a l'ordre des mots. Donc, en français, on va avoir une phrase comme « le voyageur se hâte vers la station prochaine ». Donc, on va avoir le sujet, le verbe et le complément. Mais cet ordre des mots n'est pas général. Et donc, en japonais, par exemple, pour dire la même chose, alors je ne vais pas lire le japonais, mais si on regarde dessous ce que cela veut dire, donc les japonais diraient « voyageur », prochaine station, se hâter, donc le verbe vient à la fin de la phrase. Et dernier point dans ma présentation, mais en fait ce qu'on va voir c'est que pour les enfants c'est finalement un peu un des éléments d'entrée aussi de l'acquisition du langage, c'est ce qu'on appelle la prosodie ou alors la musique de la parole, donc qui fait référence à l'intonation, au rythme, à l'accentuation de la parole. Et à nouveau, les langues vont varier dans ces dimensions de prosodie. Donc, par exemple, en anglais, on a une accentuation lexicale. Donc, on va pouvoir le mot import, suivant qu'on l'accentue sur la première ou sur la deuxième syllabe, ça va être soit le nom, donc le fait de l'import, ou le verbe importer. En français, par contre, il n'y a pas d'accentuation lexicale, donc on ne peut pas faire cette distinction sur l'accentuation des mots. Donc, les enfants donc, qui viennent au monde avec cette capacité à apprendre le langage, ils vont devoir apprendre quelles sont les propriétés spécifiques de leur langue maternelle. Donc, tous ces niveaux de langage vont devoir être acquis. Et si on regarde donc l'acquisition du langage d'une façon seulement basée disons, sur ce que les enfants disent, on va se dire, ah ben voilà, l'acquisition du langage commence autour d'un an, quand les enfants vont commencer à dire leurs premiers mots. Et donc là, les parents vont se disputer, le père va dire il a dit papa, et la mère va dire il a dit maman d'abord. Et c'est peut-être pareil dans beaucoup de langues du monde. Mais je dirais donc, en tout cas, peu importe, c'est autour de cette première année que les premiers mots apparaissent. Et puis, autour d'1 an et demi, les enfants vont commencer à combiner les mots, donc à faire des proto-phrases, où ils vont dire, voilà, par exemple, maman donne, donc à mettre un nom avec un verbe. Mais en fait, pour pouvoir produire ces premiers mots et ces premières combinaisons de mots, il va falloir en fait que les enfants aient déjà commencer à acquérir ces propriétés de la langue maternelle. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est que l'acquisition du langage commence dès la naissance, et même en fait commence, même pour certains aspects, in utero, donc dans les 3 derniers mois de gestation, et que de nombreuses propriétés de la langue maternelle vont être acquises donc, pendant les 2 premières années, avant même que les enfants commencent à parler. Donc, ce qui veut dire que pour savoir ce qu'ils ont appris, on ne va pas pouvoir écouter ce qu'ils disent, puisqu'ils ne le disent pas encore. Donc, comment peut-on étudier ces acquisitions précoces? Alors, je vais vous montrer quelques méthodes sur l'acquisition précoce. Donc, je laisse de côté la question de l'étude de la production, donc on peut écouter ce que les enfants disent, et même dans ces études de la production, on peut distinguer d'une part donc l'étude des productions naturelles, donc on enregistre par exemple des enfants dans leur quotidien, et ensuite on va écouter ce qu'ils ont dit et en déduire des choses sur ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas, mais on peut aussi faire des productions induites, où par exemple on va faire des petits jeux, où on va essayer de faire répéter ou de faire dire des choses aux enfants. Par exemple, on leur montre une image où il y a, je ne sais pas, un canard, c'est mis en tête, un canard, et on va dire à l'enfant, oh, regarde, un canard, et puis à côté, après, on présente une image où il y a 2 canards, et on va lui dire, oh, et qu'est-ce qu'il y a là? Et on veut que l'enfant dise, par exemple, 2 canards. D'accord? Donc, on va essayer de lui faire induire des productions. Mais moi, ce que je voudrais plus vous parler, c'est de ce qui se passe donc, pour étudier la perception et la compréhension. Donc, ce que l'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser donc, différentes mesures, donc, par exemple des indices physiologiques comme la succion. Donc, la succion est un réflexe à la naissance. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut donner à des enfants une tétine qui va être reliée à un capteur de pression.
Et donc l'enfant va se mettre à téter la tétine et le capteur de pression va détecter à chaque fois que l'enfant tète sur la tétine. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va présenter à l'enfant différents sons et on va voir s'il tète différemment en fonction des sons qu'il entend. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il peut faire la distinction entre les deux types de sons. Donc ça, c'est un enfant que j'avais testé pendant ma thèse. Donc vous me voyez moi en dessous, à l'époque où j'avais encore quelques cheveux. Ensuite, donc, ce qu'on peut aussi faire, c'est se baser sur le regard. Donc on va mettre l'enfant dans un dispositif où il va être donc, soit face à des lumières, soit face à des écrans télévisés sur lesquels on va passer des petites vidéos ou des images. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau regarder comment l'enfant, la durée du regard de l'enfant vers les lumières ou vers les images en fonction de ce qu'il entend. Donc par exemple, à nouveau, si je prends l'exemple du canard, on va présenter deux images sur l'écran où il y aura un canard et un chat. Et à un moment, donc, il y a une voix qui va dire « Oh, regarde le canard » et on va regarder si l'enfant porte son regard vers le canard une fois qu'il a été dénommé. Et ensuite, donc, depuis plus récemment, on va aussi utiliser donc, des méthodes où on va mesurer l'activité cérébrale. Donc on va poser sur la tête de l'enfant des bonnets donc, qui vont permettre donc, à gauche de mesurer l'activité électrique du cerveau. Donc notre cerveau est tout le temps en train de produire de l'électricité quand il fonctionne. C'est comme ça que c'est un produit du fonctionnement du cerveau. Et donc on peut mesurer cette activité et on peut mesurer comment l'activité qui est produite par la perception, la compréhension de certaines choses. Et on peut aussi utiliser une méthode où on va mesurer donc, les propriétés de la lumière qui traverse le cerveau, et on sait que ça va être modulé par le fait qu'une aire du cerveau est en train de fonctionner ou pas au moment où on fait l'enregistrement. Donc, ces différentes méthodes, elles sont utilisables donc, dès les premiers mois de vie, et donc elles nous ont permis de découvrir donc, certaines des étapes de l'acquisition du langage donc, chez l'enfant monolingue. Donc, ce sont des études qui ont commencé, je dirais, au début des années 1970. Donc, on a maintenant une cinquantaine d'années de recul. Donc, à la fois, c'est pas rien, surtout pour les jeunes du deuxième rang, mais en même temps, comparé à la philosophie qui remonte au moins à des millénaires, on a quand même encore beaucoup de choses que l'on ne sait pas et qu'il faudra qu'on continue à apprendre. Donc, si on revient donc à nos enfants monolingues, ce qui a pu être mis en évidence donc à la naissance, c'est que les enfants peuvent distinguer la plupart des consonnes entre elles et la plupart des voyelles entre elles, ce qui veut dire qu'avant même d'avoir une langue maternelle, ils sont déjà capables de distinguer les sons qui vont être utilisés par cette langue pour pouvoir former des mots et des phrases. On a aussi pu montrer qu'ils perçoivent donc, des différences prosodiques, donc ils distinguent les mots en fonction de leur accentuation, ils distinguent les mots en fonction de leur contour intonatif, comme dans les tons, et donc à nouveau, ce sont des propriétés des langues qui sont très importantes pour l'acquisition de la langue maternelle. Et de la même façon, ils arrivent à regrouper des sons de façon sur la base de leur rythme, ce qui veut dire que les enfants qui entendent donc une phrase en continu, ils vont pouvoir en fait avoir un premier découpage des phrases qui pourrait donner les mots de leur langue maternelle. Donc ce que l'on voit là, c'est qu'ils ont au niveau des sons de la langue maternelle, ils ont déjà à la naissance les capacités pour traiter les sons qui seront les sons utilisés dans la langue maternelle. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'ils arrivent à distinguer des langues de rythmes différents. Et donc ça, c'est intéressant, puisque pour des enfants qui vont eux grandir en milieu bilingue, ça veut dire qu'ils vont avoir, pour certains cas, donc quand les langues
ont des rythmes différents, la possibilité dès la naissance de séparer les deux langues qu'ils entendent. Et donc ça, c'est un outil qui est très utile pour ne pas mélanger leurs deux langues et pour pouvoir donc apprendre deux systèmes linguistiques, deux langues de façon séparée. Par contre, à la naissance, si les langues sont trop proches en termes de leur rythme, par exemple comme l'italien et l'espagnol, les enfants n'arrivent pas à les distinguer et on verra jusqu'à quand ça dure. Donc ensuite, on a aussi pu montrer que les enfants ont déjà acquis des choses à la naissance, et notamment, ils arrivent à reconnaître la voix de leur mère, et ils arrivent à reconnaître le rythme de leur langue maternelle. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que ces reconnaissances-là sont basées sur la perception de la musique, en fait, de la voix de la mère et de la langue maternelle, et que ce sont donc probablement des acquisitions qui se sont faites in utero, parce qu'à l'intérieur, avant la naissance, le système auditif est déjà fonctionnel, et ce que l'enfant perçoit de la voix extérieure, de la voix de la mère, c'est essentiellement cette musique de la parole de la mère et de sa langue. Et pour finir, il y a aussi une étude qui a montré qu'à la naissance, les enfants pleurent différemment en fonction de leur langue maternelle. Donc les enfants les enfants dont la mère est francophone et les enfants dont la mère parle allemand ont une façon de pleurer qui est différente déjà à la naissance. Ce qui à nouveau veut dire qu'ils ont probablement appris ces différences de rythmique in utero avant même de naître. Donc là, on est à la naissance, et donc si on continue donc en âge, on va voir donc que les acquisitions s'accumulent. Donc à partir de 6 mois, on voit que les enfants commencent à acquérir les voyelles de leur langue maternelle. Donc par exemple, un enfant hispanophone va confondre le son « et le son « est » parce qu'il n'y a pas cette distinction-là en espagnol, mais l'enfant catalan, dans laquelle la distinction existe, lui, va pouvoir utiliser cette différence pour distinguer les voyelles. On a aussi pu montrer qu'ils acquièrent donc le rythme des mots de leur langue maternelle. Donc, par exemple, je vous ai dit qu'en anglais, il y avait cette distinction d'accentuation. Et donc, la plupart des mots anglais sont accentués en première syllabe. Autour de 6 mois, les enfants anglais, les enfants allemands apprennent cette propriété de leur langue. Ils se mettent à distinguer les langues de même rythme. Donc, les enfants, à nouveau, si on pense aux enfants qui vont devenir bilingues, donc les enfants bilingues dont les deux langues sont de rythme similaire, à l'âge de 6 mois, ils vont déjà arriver à les distinguer. Et ensuite, on voit aussi un début d'acquisition des mots. Donc, les enfants vont reconnaître leur prénom. Donc, si on leur fait écouter leur prénom et le prénom et un autre prénom, ils vont préférer écouter leur prénom. Mais on voit aussi qu'ils comprennent quelques mots. Donc, par exemple, si on leur montre 2 vidéos avec leur père et leur mère sur l'écran et qu'il y a une voix qui dit « regarde papa », le regard de l'enfant va s'orienter vers le père. Si la voix dit « regarde maman », le regard va s'orienter vers la mère, et ça déjà à l'âge de 6 mois. En termes de production, donc l'enfant, à nouveau, on voit une influence de la langue maternelle où la façon dont l'enfant va babiller va varier suivant la langue qui est parlée dans son environnement. Quelques mois plus tard, donc à la fin de la première année, on voit donc un début d'acquisition des consonnes, donc de même qu'on avait vu le début d'acquisition des voyelles, et de ce qu'on appelle donc les contraintes phonotactiques, c'est le fait que certains sons peuvent s'enchaîner ou non dans les mots. Donc par exemple, la séquence PRST, Prust, n'est pas possible en français. Je pense qu'elle n'est pas possible en anglais ni en wolof, mais dans les langues slaves, c'est autorisé, et ça veut dire, même c'est un mot, donc en tchèque, c'est le mot doigt, et en serbo-croate aussi. Ensuite, on continue à avoir donc, de l'acquisition lexicale. Donc on voit les enfants comprennent de plus en plus de mots, à la fois dans leur sonorité, mais aussi dans leur sens. Et donc, comme je le disais au tout début, on va voir apparaître donc, la production des premiers mots.
Et ensuite, au cours de la deuxième année de vie, donc à partir de 18 mois, on va voir aussi que les mots vont être représentés de façon précise. Donc, par exemple, le mot gardons canard, l'enfant va savoir que le mot canard commence par le son que et pas, par exemple, par le son te. Donc, si à ce moment-là, on lui dit regarde le tanard et qu'à l'écran il y a un canard, il ne va pas faire l'erreur de reconnaître. Et ensuite, on voit des acquisitions, un début d'acquisition de la grammaire et en production, le début du fait de combiner les mots. Donc, si on regarde, on résume un peu ces notions sur l'acquisition monolingue, ce que l'on voit, c'est que les enfants naissent avec des capacités précoces de traitement de la parole, que ces capacités donc, sont en place dans les dernières semaines de gestation, et fonctionnelle donc à ce moment-là et dès la naissance, donc ce qui permet donc d'expliquer ces acquisitions que l'on voit déjà à la reconnaissance, donc par exemple de reconnaissance de la langue ou de la voix maternelle, et qu'aussi ces capacités sont vraiment sensibles, enfin donnent aux enfants une sensibilité aux dimensions pertinentes à la langue maternelle, au langage, et donc ça donne aux enfants des bonnes bases pour l'acquisition de la langue maternelle ou des langues maternelles. Et c'est important si on considère donc la rapidité à laquelle l'acquisition du langage donc, se fait, comme je vous l'ai démontré, parce que voilà, on sait tous dans l'éducation que si on pouvait apprendre une nouvelle langue aux enfants en l'espace de 1 an ou 1 an et demi, on aurait des méthodes éducatives dont on serait vraiment très, très, très fier. Mais généralement, il faut un petit peu plus que ça quand on apprend à l'école ou même à l'âge adulte pour arriver à un niveau de maîtrise d'une langue à laquelle les enfants arrivent beaucoup plus rapidement. Voilà. Et donc ce que l'on voit, c'est que pendant cette première année de vie, les enfants donc, acquièrent rapidement les propriétés de la langue maternelle et qu'ils vont se spécialiser dans le traitement de cette langue, ce qui veut dire qu'ils vont devenir meilleurs avec le temps à traiter les sons de la langue maternelle. Et le corollaire, c'est qu'ils vont aussi, parce que l'acquisition de ces propriétés va créer un filtre de perception qui va en fait de temps en temps rendre plus difficile la perception de sons qui ne font pas partie de la langue maternelle, et ce qui peut du coup ensuite, quand on apprend une deuxième langue, rendre les choses plus difficiles parce qu'en fait, du fait de notre langue maternelle, on ne perçoit plus des choses que l'on percevait pourtant à la naissance et dans les premiers mois de vie. Donc, oui, et la chose sur laquelle je voudrais aussi insister, c'est que ce que je vous ai présenté là, c'est une trajectoire donc, générale de l'acquisition du langage, mais il y a énormément de variabilité individuelle dans l'acquisition de ce langage. Certains enfants donnent l'impression d'aller plus rapidement, d'autres plus lentement dans leur acquisition. Et donc ici, en haut, vous avez des graphes de l'acquisition de mots entre l'âge de 8 mois et l'âge de 16 mois, et après de 16 mois à 30 mois. Et donc, ce que vous voyez au milieu, il y a une courbe qui est la moyenne de tous les enfants. Donc, évidemment, plus les enfants sont grands, plus ils connaissent de mots en moyenne. Mais ce que vous voyez au-dessus, c'est qu'il y a une courbe au-dessus et une courbe en dessous. Et donc, ça, c'est les 10 enfants au-dessus, les 10% d'enfants qui ont le plus de mots. Et en dessous, c'est les 10% d'enfants qui ont le moins de mots. Et donc, si on regarde ici à 16 mois, donc je crois on doit être à peu près à 70 mots en moyenne, mais les enfants qui connaissent le moins de mots, eux, ils sont toujours à 0, et les enfants qui connaissent le plus de mots, ils sont déjà à, 150 mots en moyenne. D'accord ? Donc on voit, il y a vraiment cette très grande dispersion, et cette variabilité n'est pas forcément pathologique d'une certaine façon. Certains enfants qui sont ici à 0, en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas encore commencé à produire de mots, mais le jour où ils vont démarrer, ils vont, la plupart d'entre eux, récupérer leur retard. Voilà. Alors, maintenant, donc, puisqu'on est là pour parler de bilinguisme, donc qu'est-ce qui se passe pour ce qui est de l'enfant bilingue, donc simultané? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre
transparent que je vous ai présenté et montrer ce que l'on fait sur le bilinguisme. Donc en fait, ici, ce que je fais apparaître, c'est sur les points que j'ai discuté précédemment. En bleu, je fais apparaître les points qui ont été testés chez les enfants bilingues. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'on sait moins de choses sur l'enfant bilingue que sur l'enfant monolingue, parce que même si dans le monde, il y a plus de bilingues que de monolingues, il se trouve que beaucoup des études dont je vous parle sont conduites aux États-Unis et en Europe, qui sont quand même des sociétés qui sont plus monolingues que le reste du monde, et donc on a il faut plus de temps pour trouver des enfants bilingues que des enfants monolingues. Mais donc, néanmoins, malgré cela, ce que vous pouvez voir, c'est que quand on regarde sur les capacités à la naissance, on a pu tester si les enfants peuvent regrouper les sons en fonction de leur rythme, et la réponse c'est oui. Et il y a aussi des études qui ont regardé si les enfants pouvaient distinguer les langues entre elles quand elles avaient des rythmes différents. Et à nouveau, les études ont montré que c'était aussi le cas chez les enfants bilingues comme chez les enfants monolingues. Et on a aussi pu montrer que quand ils sont bilingues, ils arrivent à reconnaître le rythme de leur langue maternelle. Donc que ce soit, par exemple, là c'était je crois des enfants anglais tagalog. Donc ils arrivaient à reconnaître l'anglais tout en ayant accès, tout en entendant ces deux langues-là. Alors ce que je vais vous faire aussi, c'est vous donner un petit exemple de chaque type d'acquisition. Donc concernant le groupement prosodique des sons à la naissance, c'est une étude qu'on a réalisée à Paris, en utilisant cette méthode où on mesure l'activité du cerveau. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on présente aux enfants des types de sons qui varient soit en fonction de leur intensité, soit en fonction de leur durée, soit en fonction de leur hauteur de voix. Donc, par exemple, en durée, on va avoir un son court, un son long. Donc, on va avoir tata ou on va avoir ta-ta. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a des règles de regroupement des sons qui sont basées sur des propriétés acoustiques. Et quand on a testé des enfants monolingues à la naissance, ce qu'on a pu montrer, c'est que les enfants de mères francophones étaient sensibles à la dimension de durée pour regrouper les sons. Et ça, c'est intéressant parce qu'en français, la durée est un indice très important pour marquer notamment la fin des mots. Quand on a ensuite testé, mais par contre, les enfants français ne sont pas sensibles à la distinction de hauteur de la voix. Et à nouveau, c'est logique du point de vue de ces enfants de mères francophones, parce que la hauteur de la voix n'est pas très pertinente en français pour distinguer les sons et les mots. Par contre, quand on teste des enfants bilingues dont la deuxième langue de la mère est une langue, par exemple, une langue chinoise dans laquelle il y a des tons, et là, donc, du coup, la dimension de pitch, de hauteur de la voix est importante dans cette langue maternelle, on voit que ces enfants-là bilingues, eux, sont sensibles à cette dimension-là. Donc, ce que l'on voit, c'est que cette capacité à regrouper les sons en fonction de leur capacité prosodique est présente à la naissance chez les monolingues comme chez les bilingues, mais cette capacité est déjà modulée par la ou les langues maternelles de la mère qui vont faire que le nouveau-né est plus sensible à la dimension de durée ou à la dimension de hauteur de la voix, suivant donc l'environnement linguistique dans lequel il est né. Si maintenant on regarde l'acquisition autour de 6 mois, donc je vous ai dit, on avait vu qu'il se passait beaucoup de choses sur l'acquisition des sons et l'acquisition des mots. Les études qui ont testé ces acquisitions-là chez les enfants bilingues trouvent globalement que ces acquisitions-là se font au même moment chez les enfants bilingues. Donc que ce soit pour l'acquisition des voyelles ou le pattern rythmique des mots de leur langue maternelle, mais aussi, donc, ils vont se mettre à distinguer des langues de même rythme, donc comme l'espagnol et le catalan, et ils vont aussi commencer à reconnaître des mots dans des phrases. Donc, je vais vous illustrer ça avec une étude qu'on a fait donc, avec Ranka. Donc, c'est une étude où on utilise cette méthode du regard,
Et on va faire écouter aux enfants soit un mot accentué en première syllabe, soit un mot accentué en deuxième syllabe. Et la raison pour laquelle on a choisi ces deux mots, enfin ce mot accentué de façon différente, c'est qu'en allemand, il y a une distinction d'accentuation, et la plupart des mots en allemand sont accentués en première syllabe, donc comme c'est le cas pour l'anglais, mais par contre en français, il n'y a pas cette distinction-là. Et donc ce que l'on a pu montrer, c'est qu'à l'âge de 6 mois, si on teste des enfants monolingues français, en leur faisant écouter les deux types de mots, on voit qu'ils regardent, ils écoutent de façon indifférenciée les deux types de mots, donc pour eux, ça n'a pas de pertinence. Par contre, si on regarde les enfants qui sont en train d'apprendre l'allemand, on voit qu'ils préfèrent écouter les mots accentués en première syllabe, donc qui est le type de rythme qui est présent dans leur langue maternelle. Et donc ça suggère qu'à 6 mois, ces enfants ont déjà appris qu'en allemand, la plupart des mots sont accentués en première syllabe. Donc ensuite, on a voulu savoir ce qui se passait chez des enfants bilingues qui acquéraient en même temps le français et l'allemand. Et donc on les a testés au même âge. Et donc grâce aux efforts de Ranka qui a beaucoup écumé les cafés bilingues et autres associations franco-allemandes. Et donc vous voyez aussi les dates de publication des articles, donc 2009-2016. Donc il a fallu 7 ans pour arriver à compléter le groupe avec les bilingues. Mais ce qu'on a pu du coup trouver, c'est que ces enfants bilingues, eux aussi, à l'âge de 6 mois, ont réussi à acquérir cette propriété de l'allemand. Donc on voit que l'acquisition, il n'y a pas de retard à nouveau, l'acquisition s'est faite dans le même temps que chez les enfants monolingues allemands. Ensuite, donc, sur la fin de la première année, à nouveau, on voit qu'on a testé à peu près beaucoup plus de choses, et on voit que les enfants bilingues, à nouveau, dans à peu près le même timing d'accentuation, vont apprendre les consonnes de leur langue maternelle, les contraintes phonotactiques, ils vont reconnaître des mots et commencer à produire les premiers mots. Et ensuite, dans les mois qui suivent, ils vont à nouveau, leur capacité de devenir de plus en plus sophistiquée, et ils vont aussi commencer donc à produire dans des combinaisons de mots. Donc, à nouveau, on dirait qu'il n'y a pas ici de retard particulier dans ces acquisitions-là, mais je voudrais quand même souligner que quand on va comparer donc l'acquisition chez les enfants monolingues et les enfants bilingues, souvent on va être face à des questions sur quelle est en fait la bonne façon d'évaluer les enfants bilingues. Et donc par exemple ici je vous mets les résultats d'une étude sur l'acquisition des mots dits par les enfants. Et donc ce que vous voyez ici, c'est donc le nombre de mots dits donc ici en anglais par des enfants donc qui sont monolingues anglais entre l'âge de pratiquement 2 ans à 2 ans et demi. Et la courbe en pointillé en dessous, c'est le nombre de mots dits en anglais par des enfants bilingues anglais-espagnol. Et ce que vous voyez, c'est que clairement, sur cette mesure-là, les enfants bilingues sont en dessous des enfants monolingues. Et si on regarde le nombre de mots qu'ils produisent en espagnol, ils sont même encore en dessous, ce qui probablement veut dire que dans ce groupe d'enfants bilingues, ils sont dominants en espagnol, en anglais par rapport à l'espagnol. Donc, si on évalue de façon séparée les vocabulaires du bilingue, on va observer un avantage pour les monolingues. Par contre, on peut aussi évaluer ce qu'on appelle le vocabulaire total pour les enfants bilingues, c'est-à-dire qu'on va... donc si l'enfant bilingue sait dire à un mot, par exemple pour chat en français et disons français et en anglais, donc si c'est chat, et s'il peut dire chat et cat, dans le vocabulaire séparé, on va compter que 1 pour le français et 1 pour l'anglais. Par contre, pour le vocabulaire total, on va compter 2.
Et donc, si on compte comme ça le nombre de mots que l'enfant bilingue connaît, à ce moment-là, vous voyez qu'il n'y a plus de différence entre les enfants monolingues et les enfants bilingues. D'accord ? Donc, suivant comment on évalue les bilingues, suivant si on se dit l'enfant est en train d'apprendre 2 langues, donc j'évalue les acquisitions dans les 2 langues, ou si j'évalue seulement l'acquisition dans une langue séparée, évidemment, on ne place pas l'enfant bilingue dans la même parité par rapport à l'enfant monolingue. Et l'autre chose que l'on peut voir, ce sont des effets de dominance, où ici, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, mais on le voyait déjà dans le premier graphe, c'est que les enfants donc, bilingues dominants en anglais ont des scores d'anglais qui sont proches des monolingues anglais, mais ceux qui sont dominants en espagnol, eux, ont des scores qui sont plus bas. Donc, si on résume un peu les données actuelles sur l'acquisition précoce du langage par ces enfants donc bilingues simultanés, donc bilingues depuis la naissance, on voit que globalement, il n'y a pas de retard dans les acquisitions, donc au niveau des sons de la langue et des mots, des langues de l'enfant, ce qui suggère que les mécanismes d'acquisition du langage permettent aux enfants d'apprendre non pas seulement une langue, mais au moins 2 langues de façon simultanée. D'accord ? Et donc ça, ça permet donc à la fois de comprendre pourquoi il y a des bilingues et aussi de se rassurer sur le fait que le bilinguisme, en effet, n'est pas quelque chose de forcément difficile en soi. Notre cerveau est bâti de façon à pouvoir soutenir cette double acquisition. Toutefois, il ne faut pas non plus penser que, et ça a été déjà mentionné ce matin, que l'acquisition bilingue correspond à 2 acquisitions monolingues de façon parallèle. D'accord ? Donc il va y avoir des interférences, on en a déjà parlé, mais aussi des raisons qui font que ce n'est pas 2 acquisitions monolingues. C'est d'abord parce que l'enfant bilingue n'est pas éveillé 2 fois plus longtemps dans une journée qu'un enfant monolingue, donc du coup il va entendre moins de données, moins d'input dans chaque langue que l'enfant monolingue dans la seule langue qu'il entend. L'autre chose qui va aussi souvent se passer, c'est qu'un enfant bilingue, dans l'environnement d'un enfant bilingue, généralement, son environnement n'est pas bilingue, donc les 2 parents ne parlent pas de façon parfaite, entre guillemets, puisqu'on a vu que ça ne veut rien dire, mais ils ne parlent pas forcément les 2 langues, donc il va y avoir par exemple des accents étrangers, et donc ça peut jouer aussi sur l'acquisition. Voilà. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a ces 2 systèmes qui vont interagir. Donc, alors même si je ne l'ai pas précisé en présentant le résumé, ce que l'on peut voir dans le détail des études sur les enfants bilingues, c'est que même si le timing d'acquisition est similaire entre les monolingues et les bilingues, malgré tout, on peut voir de temps en temps des différences subtiles dans le comportement des bilingues par rapport aux monolingues. Par exemple, dans les études sur la reconnaissance de la langue maternelle, ce qu'on a trouvé, c'est que les enfants monolingues, si on leur fait écouter leur langue maternelle et une langue étrangère, ils vont se tourner plus rapidement quand ils entendent leur langue maternelle qu'une langue étrangère. Les enfants bilingues ont l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils se détournent plus vite quand c'est une langue étrangère que quand c'est leur langue maternelle. Donc dans les 2 cas, ils peuvent les distinguer, mais ça n'a pas exactement le même effet, on ne sait pas très bien pourquoi, mais en tout cas, ça suggère que les processus d'acquisition sont légèrement différents dans l'acquisition bilingue que dans l'acquisition monolingue, parce que l'enfant est en train de construire 2 systèmes qu'il doit aussi pouvoir distinguer. Alors, on a vu que les bilingues ont parfois des avantages sur les monolingues. On trouve ça aussi un petit peu dans la petite enfance, dans les 2 premières années de vie, même si finalement, il n'y a pas encore beaucoup de données sur ce point-là. Mais par exemple, dans les données qu'on a eues sur les enfants bilingues français-allemand, on pourrait se dire que ces enfants français-allemands sont meilleurs à traiter le rythme que les monolingues français. Donc peut-être que là, il y a un cas d'avantage des enfants bilingues. L'autre chose que l'on a
commencé à étudier, c'est les facteurs qui modulent la performance de ces enfants bilingues simultanés. Et donc, l'un des facteurs regardés, c'est la balance entre les langues. Donc, est-ce que le fait d'entendre plus ou moins d'une langue va avoir une influence sur l'acquisition? Donc, il y a des études qui montrent que oui. Donc, par exemple, et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le niveau d'accès. Donc, on va voir que la discrimination entre les consonnes va être meilleure dans la langue dominante que dans la langue non dominante, mais il y a des expériences qui montrent que non. Et même, donc, par exemple, dans nos expériences avec Rancard, on a travaillé sur la discrimination donc, de l'accentuation lexicale, et on a fait 2 études, et dans la première, on a trouvé un effet, et dans la deuxième, on n'a pas trouvé d'effet. D'accord? Donc, probablement ça joue un rôle, mais ça a un rôle qui va être modulable suivant les tâches, et on n'a encore donc pas tout à fait bien compris comment cette balance va intervenir. De la même façon, on a quelques études qui ont commencé à regarder des effets de distance entre les langues, puisqu'on pourrait imaginer que c'est plus facile d'apprendre, je ne sais pas, l'anglais et l'allemand, parce que ce sont des langues qui sont assez proches, que l'anglais et le japonais. Donc il y a je dirais 2 études qui suggèrent que oui, la distance entre les langues va influencer l'acquisition de leur langue maternelle par les bilingues, mais il y a aussi des études qui montrent que non, y compris quand il y a 2 études qui portent sur une question similaire sur la représentation des mots nouveaux. Il y a une étude qui trouve un effet de distance et l'autre qui ne trouve pas d'effet de distance. Donc à nouveau, probablement ça joue, mais on ne sait pas encore de façon très précise comment. Donc pour terminer, je voudrais juste soulever un certain nombre de questions, de choses qu'on n'a pas vraiment encore abordées dans les recherches et qu'il faudra donc explorer dans le futur. Donc d'abord le niveau de langage étudié. Donc les études que je vous ai présentées portent surtout donc, sur l'acquisition des sons et des mots. Mais on a vu, donc, je vous ai dit dans l'introduction, que le langage, c'est aussi donc, la grammaire, il y a d'autres aspects. Et donc, il y a très peu de données sur ces autres niveaux de langage. Donc, il va falloir explorer cela dans le futur. Un deuxième point qu'il va falloir explorer, c'est la définition de l'enfant bilingue. Donc, je vous ai dit au début, donc, on va considérer comme bilingue un enfant qui entend au moins 20-25% d'input dans chacune des langues. Mais est-ce que c'est 20 ? Est-ce que c'est 25% ? Donc, si on regarde les études, les auteurs n'ont pas toujours la même définition. Mais en fait, peut-être qu'il n'y a pas de dichotomie. Peut-être qu'on n'est pas monolingue ou bilingue. Peut-être que c'est en fait un continuum et qu'on est plus ou moins monolingue, plus ou moins bilingue. Et peut-être que... Voilà, et peut-être qu'il n'y a pas cette dichotomie, et auquel cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent. L'autre chose aussi, c'est très récemment, il y a des gens qui se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe d'un enfant qui entend 2 dialectes différents de la même langue, d'accord ? Et donc, il y a des gens qui ont commencé à regarder les enfants donc, bidialectaux, et qui se rendent compte qu'en fait, ça va aussi avoir un impact sur l'acquisition. Donc les enfants qui entendent 2 dialectes différents de la même langue semblent apprendre 2 systèmes légèrement différents. Et donc, à nouveau, est-ce qu'un dialecte, c'est une sorte de... 2 dialectes différents, ce sont 2 langues très proches, mais un petit peu différentes. Et donc l'enfant bidialectal est dans une situation proche de l'enfant bilingue. Donc à nouveau, il faudra explorer ce genre de questions. Alors, l'autre chose, l'âge d'accès aux 2 langues. Donc ici, je vous ai dit, ce que je vous ai présenté sont des bilingues donc, simultanés donc, qui ont accès aux 2 langues dès la naissance, mais ce n'est pas le cas de tous les bilingues. Et la question, c'est est-ce qu'un enfant qui a accès à ces 2 langues à la naissance, ou à 3 mois, ou à 6 mois, ou à 1 an, ou à 5 ans, donc qu'est-ce que ça a comme effet, donc, ces différences-là est-ce qu'il y a des âges charnières, donc il y a des idées de période critique où avant la puberté ou avant 2 ans, on devient un meilleur bilingue qu'après. On ne sait pas encore très bien ces choses-là, mais on sait que chez les adultes, donc, il y a des effets à long terme. Et dans une étude, à nouveau avec des collègues allemands, on a testé donc on voulait comparer donc
sur la même tâche qu'on a utilisée donc avec les nouveau-nés sur le groupement des sons, on a testé donc des enfants, là ce sont des adultes allemands et français, et ce qu'on a trouvé, c'est que dans ces tâches de regroupement rythmique, les adultes allemands en bleu étaient meilleurs que les adultes français en rouge. Donc on voit que ce groupement des rythmiques est modulé par la langue maternelle. Donc ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe avec des enfants, des adultes bilingues depuis la naissance, donc qui depuis la naissance donc, entendent le français et l'allemand. Quand on teste ces enfants, ces adultes donc, bilingues depuis la naissance, on voit qu'ils sont au niveau des adultes allemands. Donc ils ont bénéficié de leur exposition à l'allemand depuis leur naissance pour garder un niveau de performance supérieur. Ensuite, on a testé des adultes français qui ont acquis l'allemand à partir de l'école, mais donc certains avaient une expérience de l'allemand depuis des dizaines d'années, et y compris donc habités en Allemagne, etc. Quand on les teste, vous voyez que ces enfants, ces adultes donc français L2 allemands, eux, malgré leur expérience avec l'allemand, restent au niveau des adultes monolingues français. D'accord ? Donc on voit, alors qu'ils parlent bien allemand, ça n'aura pas permis de regagner de la sensibilité à cette dimension rythmique. Donc on voit que l'acquisition, donc en fonction du moment quand la deuxième langue arrive, va avoir des effets différents sur le traitement du langage. Alors ensuite, ce sont des questions qui sont déjà venues ce matin, c'est de quelle langue on parle, d'accord ? Donc la plupart des études que je vous ai citées, parce qu'elles sont réalisées donc, aux États-Unis ou en Europe, donc portent sur des langues et des paires de langues indo-européennes, mais qu'en est-il des autres langues ? Mon intuition serait que on trouvera des choses similaires, donc qu'il n'y a pas de, à nouveau, comme il a été dit, il n'y a pas de hiérarchie intrinsèque entre les langues, donc apprendre le français anglais ou le français wolof devrait avoir des effets similaires sur l'acquisition du langage, mais ce sont des études qu'il faudrait faire. L'autre chose, donc, j'ai un petit peu mentionné, donc c'est la proximité ou la distance entre les langues, donc mieux comprendre ces effets-là. Et aussi donc le statut des langues pour l'enfant. Donc, est-ce que les deux langues que l'enfant doit apprendre, est-ce que ce sont des langues qui sont parlées dans l'environnement extérieur, à la maison ? Est-ce que ce sont des langues qui sont valorisées ou dévalorisées, voire même déconseillées ? On a eu un président qui a demandé aux parents de ne pas parler leur langue familiale. Donc ça pourrait jouer sur l'acquisition, mais on n'a pas d'études scientifiques qui vraiment l'évaluent. Et pour mes deux derniers points, donc la balance entre les langues. Donc on a vu donc qu'il y avait certains effets, mais ça pose des questions de comment évaluer la balance entre les langues. Donc on peut demander aux parents, donc essayer d'évaluer avec les parents le pourcentage de langues parlées à la maison, mais par exemple à 3 mois c'est facile, mais quand on arrive avec un enfant qui a 2 ans, ça devient plus compliqué parce qu'il faut que le parent se rappelle de toute la vie, les 2 ans écoulés, et en plus donc la balance va changer avec le temps, et donc est-ce qu'on n'utilise que la balance la plus récente, ou est-ce qu'il faut prendre en compte toute la vie de l'enfant ? On ne sait pas. Alors, est-ce que les parents sont des bons aussi est-ce qu'ils peuvent vraiment répondre à des questionnaires, ou est-ce qu'il faudrait en fait enregistrer à la maison pendant une journée ce qui se passe en termes de langue parlée dans l'environnement et en extraire des pourcentages de chacune des langues ? Est-ce que aussi on sait que donc de temps en temps on s'adresse aux enfants, mais l'enfant entend aussi les parents qui parlent entre eux. Est-ce qu'il faut considérer aussi ces paroles-là comme de l'input pour l'enfant ? Quand un des parents ou des personnes qui s'occupent de l'enfant ont un accent étranger, est-ce qu'il faut considérer ça comme de l'input
de la langue ou pas. Voilà. Et j'ai déjà parlé donc, du fait que ça peut changer avec le temps. Donc tout ça sont des questions qu'il faudra évaluer, mais qui ne sont pas faciles à évaluer. Et ensuite, donc, la question de qui parle les langues. Et donc je pense que probablement, mais à nouveau on n'a pas de données, donc est-ce qu'il n'y a qu'un seul locuteur qui parle la deuxième langue, disons, ou est-ce qu'il y en a plusieurs, et donc probablement ça n'a pas le même effet. Langue de la maison contre langue de l'extérieur. Est-ce que tous les locuteurs sont natifs ou pas? Est-ce que les parents mélangent les langues? Est-ce qu'il y a du code switching? Ou est-ce que chacun parle de façon séparée sa langue et que les deux langues sont gardées séparées? Voilà, on ne sait pas. Ça pourrait jouer, mais on n'a pas vraiment d'études qui montrent cela. Et j'ai fini, donc je vous remercie. Alors, Djordjeff, et donc, est-ce qu'il est écrit comme il faudrait? Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Thierry Nazy pour cet exposé extrêmement intéressant et d'autant plus enthousiasmant qu'en effet il y a un certain nombre de questions qui restent en friche et donc qui laissent présager encore de nombreuses découvertes, notamment à travers votre laboratoire. Mais aussi, j'espère, à travers des études réalisées ici, par exemple, à Dakar, sur l'acquisition du Wolof ou d'autres langues parlées au Sénégal. On est vos futurs cobayes. Des questions pour Thierry Nazy, n'hésitez pas. Oui, on vous entend. C'est une très bonne question, puisque on a en fait donc la façon dont on a accès aux enfants, c'est on envoie des courriers à des adresses que l'on obtient par les listes de naissance. Donc, dans l'envoi que l'on fait aux parents, donc aux parents des enfants, donc nous, on a juste un critère d'âge. D'accord. Donc, si on veut tester des enfants à 6 mois, on regarde quels sont les enfants qui sont nés 6 mois avant et on leur envoie un courrier. Donc, a priori, donc, on recrute sur l'ensemble de la population d'enfants nés donc nous, donc on est à Paris, donc nés à Paris. Mais par contre, là où se fait probablement une sélection, c'est sur les parents qui nous reçoivent le courrier et nous rappellent pour participer. Et donc, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que on a un biais. Alors, on a deux biais. Un biais probablement socio-économique. Donc, on a tendance à ce que les parents qui répondent soient de classe plutôt moyenne à élevée. Donc, ça, c'est un biais qui est valable, je dirais, pour pratiquement toutes les études dans ce domaine-là. Et on a essayé de réfléchir à comment contrecarrer ce biais, mais c'est pas simple du tout. L'autre biais que l'on a, qui est bien pour nos études sur le bilinguisme, c'est que je pense qu'on a une surreprésentation des familles bilingues, puisque quand les parents reçoivent le courrier, ils disent voilà, on est un laboratoire de recherche, on travaille sur l'acquisition du langage, et donc souvent les parents de familles bilingues, ils se posent des questions sur l'acquisition du langage que les familles monolingues ne se posent pas forcément, et donc je pense que quand ils voient ça, on a, je pense, plus de ces parents-là qui vont nous recontacter pour participer. Donc même si la France et Paris, sa capitale, sont théoriquement un pays monolingue. On a quand même, je pense, donc la région parisienne, il y a énormément de parents qui ne sont pas forcément de langue maternelle française. Et je pense que dans les parents qui nous recontactent, qui nous rappellent, on augmente un peu leur part parce qu'ils sont plus intéressés par ces phénomènes d'acquisition. J'interviens en tant que maman et en tant qu'enseignante. Au sein de nos classes et même au quotidien, on est confronté au bilinguisme au quotidien, au multilinguisme même, je dirais, surtout à Dakar. Ouais. Donc
Et on côtoie des enfants dont les parents ont peu de ressources, pour certains, d'autres, les parents sont aisés. Et souvent, dans on va dire dans nos enseignements, on peut entendre nos formateurs nous dire attention, les milieux les moins aisés sont les milieux dans lesquels il y a le moins on va dire, d'ouverture au vocabulaire, voilà, la culture française, on va dire, en règle générale. Or, quand on cherche vraiment à découvrir l'enfant et qu'on est vraiment en communication avec lui, on se rend compte qu'à travers la culture sénégalaise ou la culture libanaise, voilà, même dans des milieux moins aisés, il apporte un certain bagage en termes de langage, voilà, mais qui ne sont pas forcément perceptibles par moi-même, qui est une culture française. Donc voilà, donc c'est vrai que cette question-là, moi je trouve qu'elle est importante à soulever, parce que n'auront pas les mêmes répercussions dans vos, je ne sais pas si je m'exprime bien, vos résultats en fait n'auront pas les mêmes répercussions effectivement s'ils sont uniquement pratiqués auprès d'enfants qui sont sensibilisés à une ouverture culturelle dans leur milieu quotidien qu'auprès d'autres enfants qui le sont moins en fait. Ouais. Alors je suis donc je dirais oui, je suis d'accord, mais par contre alors je vais moduler un petit peu cet effet donc socioculturel, mais je pense que vous l'avez modulé vous-même, à savoir que donc il y a des études, alors pas forcément sur dans les 2 premières années de vie, ce dont j'ai parlé, mais juste un petit peu plus âgé, où on voit que en fonction du milieu socioculturel, les enfants de milieux socioculturels plus élevés ont un langage plus développé que les enfants de milieux socioculturels plus bas. Mais après, effectivement, avec l'enseignement, je veux dire, l'évolution de l'enfant, dans son propre milieu, là où il souhaitera aller, on voit bien les concours d'éloquence, les concours qui sont faits dans les banlieues, à Paris, etc., ça donne vraiment l'exemple de l'enrichissement culturel qu'on peut faire. Donc, je dirais, alors, attendez, donc, à partir de cette différence-là, je dirais, l'école va pouvoir permettre un rattrapage. Enfin, en tout cas, c'est l'école qui fonctionne comme on voudrait qu'elle fonctionne, devrait permettre donc un rattrapage. Mais il y a aussi, donc, j'avais vu une étude qui était intéressante où on voyait qui suivait donc 2 groupes d'enfants de milieux socio-économiques différents sur plusieurs années. Et ce qu'on voyait, c'est que pendant l'année scolaire, donc quand ils étaient testés en début et en fin d'année scolaire, on voyait une augmentation donc, des capacités dans les deux groupes d'enfants. Mais ensuite, donc, venaient les vacances et ils étaient retestés en début d'année scolaire suivante. Et pendant les vacances, les enfants de classe aisée, qui avaient passé tout l'été à faire des stages, ils avaient continué à progresser, alors que les enfants de classe moins aisée avaient plus ou moins stagné pendant l'été. Et donc, en fait, même si l'école permettait aux 2 groupes d'avancer, il y avait chaque année cette période des 2 mois des vacances d'été qui permettait aux groupes aisés d'avancer encore un peu plus dans leur acquisition. Mais l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que ces effets socio-économiques, même précoces, ils sont liés en fait à l'input qui est donné aux enfants, à la stimulation langagière qui est donnée aux enfants, donc à la fois en termes de quantité, donc parler beaucoup à un enfant ou parler peu à un enfant, et aussi en termes de qualité, donc avoir un langage plus ou moins développé, plus varié en termes de mots, etc. Et bien sûr que ça recoupe partiellement le niveau socio-économique, mais pas complètement. Et en fait, ça, c'est un meilleur prédicteur. C'est-à-dire qu'il y a des parents de milieux aisés qui parlent peu à leurs enfants. Il y a, au contraire, des parents de milieux moins aisés qui vont plus stimuler leurs enfants. Et finalement, ça, c'est un facteur finalement plus important que juste le niveau économique en tant que tel. Même si c'est partiellement corrélé, mais pas entièrement. Est-ce que vous êtes d'accord, du coup, pour dire qu'un enfant qui vient d'un milieu socio-économique, on va dire, même moyen, va, à la naissance, même s'il a moins de bagages, on va dire, linguistiques, peut très bien rattraper et puis surpasser quelqu'un qui a été habitué, même en entendant in utero, même après sa naissance, Oui, je dirais même qu'à la naissance, il n'a pas de désavantage, forcément.
Il a le même, enfin, il est un être humain avec une génétique qui n'est pas forcément défavorable. Et donc, l'effet de l'environnement favorisant ou défavorisant l'acquisition est modulable avec le temps. Donc, s'il est défavorisé à un moment, mais qu'ensuite l'environnement devient plus porteur, ce désavantage peut aussi être compensé plus tard. Et donc par l'école, enfin, il y a aussi, je sais que, enfin, alors en France, je ne sais pas trop, mais aux États-Unis, il y a de plus en plus de programmes auprès des parents, en fait, pour essayer de les sensibiliser à ce qui est important dans l'acquisition du langage de leurs enfants, et donc, par exemple, qui vont essayer d'inciter les parents à parler plus à leurs enfants, et donc il y a des études qui commencent à montrer que ces programmes-là peuvent aider donc à réaccélérer ou à favoriser l'acquisition du langage chez des enfants qui, au départ, avaient un désavantage. D'autres questions? Ou un commentaire ouais. Par rapport à ce que vous avez dit, c'est aussi l'impact de contact direct et de la parole directe vis-à-vis des enfants par rapport à des écrans qui commencent à vraiment rentrer dans les familles et dans les institutions aussi, où on a des études vraiment très très sérieuses qui montrent que ça n'a rien à voir de regarder une vidéo, même en langue étrangère, avec l'idée que l'enfant va se sensibiliser à cette langue, que d'avoir le vrai contact avec les tout petits et les grands, et par rapport aussi à la quantité, enfin la durée d'exposition à l'écran que les enfants, ils en ont de plus en plus, qui fait que ce qui a été écrit récemment dans un ouvrage qui vient de sortir par un grand chercheur à l'INSERM, donc sur justement la durée, l'impact de l'écran dans l'éducation, ça s'appelle la fabrique du crétin digital, pour montrer combien d'heures et combien c'est des heures perdues par rapport à des communications naturelles et avec des vrais locuteurs, et notamment aussi avec les parents. Et on a dans la clientèle, enfin dans la consultation des psychologues du développement, de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes de communication parce qu'ils n'arrivent plus, parce qu'ils sont toujours en face de l'écran où il n'y a pas de communication vraiment directe. C'est juste quelque chose de récent qui arrive partout et qui risque vraiment de perturber complètement les apprentissages, les acquisitions. Moi, je voulais poser une petite question pour revenir un peu à votre définition au départ, à la définition du Robert, du Larousse ou de Wikipédia. Nous n'avons pas encore entendu votre définition. Alors, moi, j'aurais souhaité aussi un peu vous demander par rapport à cela, est-ce que quelqu'un qui lit parfaitement une langue et qui l'écrit également parfaitement, sans pour autant le comprendre, pourrait-on parler de cet individu d'un bilingue? Alors, bon, je vous le pose je vous pose cette question parce que par rapport à ce qui se passe au Sénégal, et surtout notre cas principal, avant d'aller à l'école française, nous avons fait l'école coranique, nous avons appris l'arabe, nous n'avons pas appris l'arabe, nous avons appris le Coran, nous avons appris à réciter, à l'écrire et à le lire correctement. Et pourtant, quand on va dans des discussions, on n'y comprend absolument rien. Et parfois même, on ne peut même pas comprendre le texte qu'on est en train de lire. Alors, est-ce que je peux me considérer comme bilingue en ce cas-là? Parce que moi, ce que j'aurais eu tendance à vous répondre avant que vous me posiez cette question très, très précise, c'est qu'en fait, moi, je considérais comme bilingue que je m'appuierais plus sur la compréhension que sur la production. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne parle pas très bien, mais qui néanmoins arrive à comprendre suffisamment pour se débrouiller, etc., je dirais, peut-être que certains ne considéreraient pas cette personne comme bilingue, moi je dirais que cette personne moi je la considérais comme bilingue. Dans ce cas précis, mais donc est-ce qu'il y a une compréhension des phrases du Coran? Mais pas forcément des mots. Où il y a...
Alors, je crois que j'ai pas vraiment, je ne vais pas vous répondre parce que je crois que je suis pas sûr de la réponse. Mais alors peut-être que je vous retourne la question. Est-ce que vous considérez une telle personne comme bilingue? Pas du tout. Je ne comprendrai pas. Sinon, je ne pourrais pas tenir un discours ou une conversation avec une personne. Alors peut-être que cette personne-là, en effet, n'est pas bilingue parce qu'elle n'est pas arabophone, parce qu'elle n'a pas tous ces niveaux de langage dont j'ai parlé au début. Donc elle a peut-être les sons, elle a peut-être une partie des mots, mais peut-être pas tous les mots qui sont présents. Et peut-être qu'elle n'a pas la grammaire qui permet du coup de réutiliser ces mots pour avoir cette réutilisation créative du langage et pouvoir fabriquer ses propres phrases pour dire ce qu'il veut exprimer. Donc comment vous définissez le bilinguisme? Donc peut-être comme la maîtrise suffisante de deux systèmes linguistiques dans leur forme, donc les sons, leurs mots et leurs règles de grammaire, qui va permettre un échange de sens et un échange de sens justement qui a une certaine créativité qui va... Donc vous considérez que l'enfant qui n'est pas encore allé à l'école, c'est dans la maison seulement qu'il entend, que alors, là, il n'y a pas de règle de grammaire. Il n'y a pas de règle de grammaire. Alors, et pourtant, il va parler les deux langues. Si, mais l'enfant a des règles. L'enfant ne peut pas expliciter les règles, mais par exemple, l'enfant allemand qui a 6 mois préfère écouter les mots qui commencent par une accentuation plutôt que ceux qui finissent par une accentuation. C'est parce qu'il a appris. Il ne va pas pouvoir nous dire les mots en allemand commencent par une accentuation, mais il a appris cette propriété-là. Donc je dirais, ce sont pour être bilingue, et d'ailleurs même les monolingues en fait n'ont pas toujours une connaissance explicite des règles de leur langue. Et parfois, il y a même des gens qui disent que les natifs ne sont pas forcément les meilleurs enseignants de leur langue parce qu'ils n'ont pas toujours, enfin, s'ils n'ont pas appris explicitement après les règles en allant à l'école et en faisant des cours pour devenir enseignant, ils connaissent ces règles, mais implicitement, ils ne peuvent pas les expliciter. Alors que quelqu'un qui l'apprend comme langue étrangère, ben lui, à l'école, on lui a appris les règles dès le début. Donc parfois, et moi, je connais des non-francophones qui parfois corrigent mon français parce que j'applique pas certaines règles. Bon, merci. Une dernière question. Excusez-moi, dans votre définition tout de suite, j'ai bien entendu la maîtrise suffisante. Voilà. Bon, j'aimerais savoir à quel niveau la maîtrise est-elle considérée comme suffisante selon vous? Merci. Alors, disons que le suffisante, c'était par rapport à non parfaite. Donc, il n'y a pas besoin d'être... ce qui ne veut rien dire. Je veux dire, est-ce que mon français est parfait? J'en sais rien. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais donc, c'est suffisant pour pouvoir communiquer. Et sachant que quand je dis ça, je ne veux pas non plus exclure les enfants avant qu'ils commencent à parler, quand ils sont encore à un âge où ils ne sont pas encore censés parler. En tout cas, c'était insuffisant plutôt pour dire qu'il est possible d'être reconnaissable comme quelqu'un qui peut-être l'a appris à partir d'un certain âge, qui n'a pas une maîtrise totale. Donc, Ranka a mis l'accent sur le fait d'avoir un accent quand on parle. Ça ne disqualifie pas une personne pour être considérée comme bilingue. Donc c'était plus dans ce sens-là que l'inverse. Je pense que si j'étais... alors je ne sais pas si votre langue maternelle ou niveau langue maternelle est le Wolof, mais si je parlais Wolof comme vous semblez parler français, je serais très content de ma situation. Merci. Très bien. Merci beaucoup à nouveau, Thierry Nadi.